Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Tu as fait quoi le week-end? Ce week-end, j'avais mon frère qui était là, donc il est reparti. Donc on en a profité pour se retrouver en famille. Faire un dîner de famille ou bien un déjeuner de famille. Voilà, un déjeuner de famille. Tu aimes les trucs là, tu aimes les trucs de famille, Jean-Paul. Mais bien sûr, la famille, c'est la base. Rencontre de famille. La Voilà. famille, c'est la base. Ouais. Mais je vois pas que les institutions se mettent d'accord avec ta façon de faire. Hein, Pourquoi? vu la façon dont on traite la famille. Bon, tout dépend des familles aussi. Nous, on a eu la chance d'avoir eu des parents que tu as connus, qui nous ont inculqué un certain nombre de valeurs, même si ce n'est pas toujours facile. Hein. Dans la mienne, comme dans beaucoup de familles, il y a des problèmes. Mais on essaye de faire l'effort de les surpasser et de mettre au-dessus de ça d'abord l'intérêt supérieur de la famille. Voilà. D'accord. Plutôt que les intérêts individuels. Ok. L'actualité internationale est marquée par quoi? On va parler de la France, hein, puisque on sait déjà, on connaît enfin la liste des candidats officiels à cette élection présidentielle, parce qu'il faut savoir qu'en France, comme je l'avais expliqué, le principe est que ce n'est pas parce qu'on décide d'être candidat qu'effectivement on va participer à cette élection. Il faut au préalable réunir 500 signatures qu'on appelle des parrainages. Alors ces 500 signatures, ce sont 500 signatures d'élus locaux ou nationaux, donc les députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, des conseillers cantonaux. Il y en a à peu près 36 000 en France. Et donc, ce n'est pas facile pour tous les candidats d'avoir ces 500 parrainages. La preuve, sur la trentaine de candidats déclarés à cette élection présidentielle, seulement une douzaine ont été retenus parce qu'ils ont réussi à rassembler ces 500 parrainages. Alors, dans cette liste, évidemment, on a Emmanuel Macron, hein, qui est le président sortant et qui a décidé de rempiler. En fait, c'était un secret de polichinelle, même si il a attendu le dernier moment pour annoncer sa candidature, étant donné, selon ses propres termes, l'actualité en Europe qu'il a menée en tant que président de l'Europe et celui de la France à être particulièrement actif sur le front de la crise en Ukraine. Ensuite, on a Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, hein, qui représente le Parti socialiste. On a Valérie Pécresse, qui est la présidente de région d'Île-de-France, qui représente le Parti Les Républicains. On a Nathalie Arthaud, qui est une grande syndicaliste qui représente le parti Lutte ouvrière. Il y en a Yannick Jadot, qui lui représente Europe Écologie Les Verts, qui est aussi un parti dit de gauche. On a Jean Lassalle, lui c'est un ancien député modem qui est devenu un député indépendant et qui, lui, se présente aussi en tant que candidat indépendant. Et on a Jean-Luc Mélenchon, député de Marseille, qui représente la France insoumise, parti politique dont figure une de nos compatriotes, Daniel Ndong. On a Fabien Roussel, qui lui aussi est un candidat indépendant. On a Marine Le Pen, qui représente le Rassemblement national, parti d'extrême droite. On a Éric Zemmour, polémiste, écrivain, qui lui aussi représente un parti d'extrême droite qu'il appelle Reconquête. Et enfin, on a Nicolas Dupont-Aignan, qui lui aussi représente un tout petit parti. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, Nicolas Dupont-Aignan avait soutenu la candidature de Marine Le Pen au second tour. Malheureusement pour lui, Marine Le Pen ne l'avait pas emporté. Puis on a enfin le dernier, Philippe Poutou, qui lui représente un parti d'extrême gauche en France. Donc ce sont ces 12 candidats-là qui ont été retenus pour participer à cette élection présidentielle. Les autres candidats qui s'étaient présentés mais qui n'avaient pas pu obtenir les parrainages nécessaires, hein. On pense notamment à Christiane Taubira, qui avait annoncé il y a à peu près un mois et demi sa candidature à cette élection présidentielle. Malheureusement pour elle, elle n'aura réussi à rassembler qu'environ à peu près 300 et quelques signatures, ce qui était largement insuffisant étant donné les délais qui lui restaient jusqu'à hier à minuit pour rassembler ces 500 signatures. Et donc, elle n'a pas pu le faire. Et puis, dans la foulée, il y a encore eu quelques mouvements dans les partis politiques, hein, puisque, par exemple, la nièce de Marine Le Pen, qui a décidé, elle, de rallier le parti d'Éric Zemmour. Ça s'est fait hier au cours d'un meeting. Et donc, Maréchal Le Pen
a décidé de ne pas soutenir sa tante parce qu'elle estime que celle-ci ne représente plus ou n'incarne plus en réalité ses valeurs, ses idées, et qu'elle trouve que c'est Éric Zemmour qui l'incarne le mieux. Chez les écologistes et les Verts, Yannick Jadot a viré Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'était celle qui était arrivée au second tour avec Yannick Jadot lors de la primaire qui l'a désigné, lui, comme candidat d'Europe écologiste et les Verts. Mais ce clash n'est pas surprenant en soi, tant, si tu veux, les idées de Sandrine Rousseau, notamment qui est reconnue comme étant une écologiste féministe radicale, les idées et les positionnements de Yannick Jadot et de Sandrine Rousseau sont tellement éloignés les uns des autres qu'il n'était pas possible que ces deux-là puissent faire une campagne sereine et afficher une certaine unité du parti. Et ça, c'est dommage pour Yannick Jadot parce que ça l'empêtre encore, parce qu'il a du mal à décoller. Il est encore au fin fond. Il n'est pas parmi les derniers candidats, mais il est encore très très loin des premiers parce que tous les sondages le font tourner entre 5 et 6%. Donc vraiment, il est encore loin même d'avoir suscité une dynamique qui pourrait éventuellement le faire espérer d'arriver à un second tour. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis aussi, il y a chez les Républicains, où également il y a des tensions en interne. David Jacob l'a reconnu un peu à demi-mot, le président du parti, parce que ces derniers estiment que Valérie Pécresse ne fait pas une bonne campagne. Et ça, c'est de un, ne fait pas une bonne campagne. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrive pas à avoir un discours qui lui soit propre. On a l'impression qu'elle surfe sur les mêmes thématiques qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et ça, évidemment, ça énerve la branche des Républicains qui est beaucoup plus proche du centre, qui aurait également aimé voir Valérie Pécresse attaquer sur des valeurs comme la famille, comme sur la santé, l'éducation, et non pas seulement se cantonner à des thématiques liées à l'immigration, liées à la violence, à la sécurité et tout ça. Ce ne sont pas des thématiques de droite à proprement parler. Évidemment, c'est Nicolas Sarkozy qui avait commencé à s'emparer de cette thématique-là. Mais pour d'autres membres des Républicains, le fait qu'on pousse le curseur du côté de l'extrême droite, ça laisse un champ libre à Emmanuel Macron qui lui permet de ratisser large, notamment au sein de l'électorat du centre droit. Et donc, c'est ce qui explique en partie que, quels que soient les instituts de sondage que l'on prend, Emmanuel Macron reste encore largement au-dessus. Il tourne aux alentours de 24-25% d'intention de vote au premier tour. Et là, maintenant, derrière, il y a une lutte véritablement fratricide, si on peut dire, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. À côté, il y a Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Malheureusement, ce dernier n'arrive pas aussi à incarner une véritable dynamique à gauche, à véritablement rassembler les voix à gauche, tant que ce soit le Parti socialiste avec Anne Hidalgo, tant que ce soit Yannick Jadot avec Europe Écologie Les Verts. Ne parlons même pas de Nathalie Arthaud de Force Ouvrière ou de Philippe Poutou. Toutes ces gauches-là refusent de se mettre ensemble pour essayer de battre Emmanuel Macron. Ça, c'est même battre, c'est penser même trop loin. Essayer même d'arriver au second tour. Parce que c'est incroyable. Depuis l'élection de François Hollande en 2017, il n'y a plus, en 2012, il n'y a plus jamais eu de candidat de gauche à la tête qui remporte une élection présidentielle. Et donc, pour eux, c'est quelque chose de terrible, de particulièrement intolérable, parce que aussi, lorsque l'on regarde les intentions de vote, malheureusement, la candidate de Anne Hidalgo du Parti socialiste, elle aussi, elle a du mal à décoller. Elle tourne, selon les instituts de sondage, entre 3 et 4%. C'est du jamais vu. Elle ferait même pire que l'ancien candidat à cette élection présidentielle qui avait pris moins de 5%. Donc ça, évidemment, pour le Parti socialiste, le fait déjà qu'il ne soit pas parvenu à s'entendre avec les autres partis de gauche est quelque chose en soi qui est extrêmement inquiétant. Pourquoi ? Parce que la gauche et le Parti socialiste est revenu en refusant de reconnaître un peu qu'il n'était plus le grand parti de gauche qu'il avait toujours incarné et qu'à côté, il y avait une France insoumise qui était montée en puissance parce qu'elle avait occupé un espace libéré par le Parti socialiste en partie, et l'autre parti était occupé
par Emmanuel Macron. Et donc, le Parti socialiste a refusé de faire ce mea culpa-là, cette humilité-là pour essayer de descendre au niveau des autres partis et essayer ensemble de mettre en place un programme commun. Or, elle est toujours venue avec l'idée que le grand parti de gauche, c'est elle, et que ce sont aux autres petits partis de s'arrimer à sa dynamique et donc de suivre, si tu veux, son tempo. Or, la France insoumise n'est pas dans ce discours-là, parce qu'il faut se rappeler que Jean-Luc Mélenchon, c'est un ancien du Parti socialiste. Il avait claqué la porte à la fin des années, au début des années 2000. Et puis, il faut savoir que Europe Écologie Les Verts, eux, ils estiment que, étant donné les résultats éclatants qu'ils ont obtenus, notamment lors d'élections intermédiaires comme les élections régionales, ils avaient peut-être un potentiel pour pouvoir créer une véritable dynamique, étant donné aussi que les questions écologiques sont des questions extrêmement sensibles pour l'ensemble des Français. Donc, ils pensaient pouvoir surfer sur l'air du temps parce que, évidemment, la question du développement durable, de la préservation, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la préservation de l'environnement, ce sont des thématiques qui vraiment touchent les Français. Et donc, ils espéraient pouvoir surfer sur cette dynamique-là, mais ils n'ont pas compris que si ça touche les Français, ce n'est pas dans leur priorité. La priorité des Français, c'est d'abord le pouvoir d'achat et ensuite la lutte contre le chômage. Donc ça, évidemment, ils ne l'ont pas compris. Et donc, c'est ce qui fait que ce langage de sourds-là, qui s'est installé entre le Parti socialiste, la France insoumise et les autres partis de gauche, Europe, Écologie, Les Verts en l'occurrence, font qu'aujourd'hui, la gauche est totalement dispersée. Et ça, évidemment, ça fait les choux gras du parti La République En Marche d'Emmanuel Macron, qui reste encore le maître du jeu, en dépit du fait qu'il n'ait pas remporté une seule élection depuis les élections législatives qui ont suivi la présidentielle. Ils n'ont pas remporté une seule élection. Les élections législatives, les élections municipales ont été un véritable fiasco pour ce parti politique-là, qui est quand même le parti présidentiel. La même chose pour les élections régionales. Et donc tout ça n'empêche que sur le plan national, La République En Marche reste encore le parti qui reste encore le maître du jeu de l'échiquier politique en France, parce qu'évidemment, le président Emmanuel Macron continue d'incarner fortement son parti, parce qu'évidemment, on sait que c'est un parti qui a été créé pour Emmanuel Macron. Je ne pense pas que celui-ci lui survivra après le départ d'Emmanuel Macron, mais au moins là, Emmanuel Macron, tant qu'il est là et tant qu'il réussit à incarner cette espèce de milieu-là, ce centre aussi bien de gauche que de droite, il continue à être au centre du jeu politique, et c'est tout à l'honneur de La République En Marche qui, semble-t-il, si Emmanuel Macron remporte encore cette élection présidentielle d'avril prochain, pourrait éventuellement conserver notamment sa majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu dans cette situation que l'on se trouve. La droite est tiraillée entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Valérie Pécresse, elle aussi derrière, elle a du mal à exister parce qu'évidemment on lui reproche le contenu de sa campagne qui est trop proche de celle d'Éric Zemmour, donc elle n'arrive pas à se départir de celle d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. En fait, pour ceux qui observent l'actualité politique en France depuis longtemps, il faut savoir que Valérie Pécresse essaie d'appliquer la même stratégie que Nicolas Sarkozy en 2007. C'est-à-dire qu'au premier tour, on fait une thématique d'extrême droite pour essayer d'aller grappiller des voix là-bas. Pourquoi ? Parce que les militants d'extrême droite, ce sont des militants extrêmement actifs, extrêmement dynamiques. Eux, ils se déplacent à aller voter, à la différence des militants de centre, du centre droit ou du centre. Eux, ils sont beaucoup plus au feeling, beaucoup plus en fonction de l'actualité du moment. Or, si on veut avoir une chance d'arriver au second tour, il vaut mieux avoir des voix de militants dont on sait qu'ils vont effectivement se déplacer pour aller voter au premier tour. Et donc, c'est cette stratégie-là que Valérie Pécresse essaie d'appliquer, sauf qu'en 2007, il n'y avait que Marine Le Pen du côté de l'extrême droite. Or, aujourd'hui, il y a un autre candidat qui vient aussi jouer les troubles faits sur ce même électorat-là. C'est en l'occurrence Éric Zemmour, et c'est ce qui fait que sa stratégie
ait du mal à décoller. En plus, jusqu'à présent, elle n'a toujours pas obtenu le soutien de celui qui est considéré comme le chef moral de cette droite-là, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui n'a toujours pas officiellement soutenu aucun candidat. Et ça fait une tache d'encre énorme pour Valérie Pécresse, parce que là aussi, si Nicolas Sarkozy, qui a aussi quand même un certain nombre de fidèles derrière lui, s'il venait devant l'écran et dire qu'il soutenait Valérie Pécresse, il y a quand même quelques voix supplémentaires qui seraient garanties de venir voter pour elle. Or, en l'absence d'un soutien de Nicolas Sarkozy, ces voix potentielles-là risquent d'aller soit chez Éric Zemmour, soit chez Marine Le Pen, et donc hypothéquer davantage encore la position déjà fragilisée de Valérie Pécresse. Et donc, c'est un peu dans ce climat-là que l'on va s'acheminer. Il y a encore un mois de campagne présidentielle. En un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer, mais celui qui tire véritablement profit de la situation actuelle, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il est candidat sans être candidat. Il est candidat parce qu'il a annoncé officiellement, mais il n'est pas candidat parce qu'il ne sait toujours pas jeter dans l'arène. Il utilise la stratégie de la double casquette, c'est-à-dire qu'il est à la fois candidat parce qu'il a les parrainages et il sollicite les suffrages des Français, mais il n'est pas candidat parce que l'actualité du moment et la fonction qu'il occupe le pousse à beaucoup plus être en dehors du champ de la campagne présidentielle pour se consacrer à la protection des Français, entre guillemets, en raison de la crise en Ukraine. C'est un peu la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. L'élection présidentielle, c'est quand exactement? On a déjà une date? Je crois que c'est le 4 avril, si je ne me trompe. D'accord, merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin. Sur les 104.5, on parlait de politique en France. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.